Si je vous dis shonen, vous avez tous les classiques qui vous viennent en tête, je ne vais pas vous les rappeler. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, j'aime bien être contradictoire. Et dans ce type d'œuvre, il y a parfois, de temps en temps, souvent, il y a toujours des affrontements qui vont mettre les personnages que nous suivons à rude épreuve et qui vont leur demander de se surpasser et d'aller chercher des ressources insoupçonnées. Ou alors ils vont entendre les voix de tous leurs amis et gagner grâce au bien nommé pouvoir de l'amitié. Mais est-ce que c'est forcément mal? Bienvenue dans ce storytelling sur le pouvoir de l'amitié. Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais je vais le faire dans le doute. Le pouvoir de l'amitié, c'est quoi? Dans le cadre des mangas, plus qu'un pouvoir à proprement parler, il s'agit d'une motivation en rapport avec ses amis qui va pousser un personnage concerné à se dépasser, potentiellement devenir plus puissant pour ainsi vaincre son adversaire, et ça, c'est devenu un cliché tellement utilisé que le terme pouvoir de l'amitié est devenu péjoratif avec le temps, ce qui est débile. La base même du pouvoir de l'amitié vient de la sociabilisation que les personnages ont entre eux, et donc du fonctionnement même de l'être humain, car, comme l'a à peu près dit Aristote, l'homme est un animal social. Alors, la citation exacte est « l'homme est un animal politique », car le terme social n'existait pas en grec, mais ça ne change pas le fond de cette phrase. L'homme, ou l'humain, est un être qui va par nature se rassembler avec d'autres, et va donc avoir des interactions, ces interactions pouvant amener à devenir proches ou éloignés, amis ou ennemis. Donc, la base même du pouvoir de l'amitié, c'est d'avoir des amis, et de vouloir se dépasser quand on pense à leur soutien. C'est plutôt cool comme idée, donc pourquoi ce terme est utilisé de manière négative? Comme pour tout ressort narratif, on en revient au même problème. Ce n'est pas lui le problème en lui-même, mais la manière dont il est utilisé et mis en scène. Vous ne me croyez pas? Dans ce cas, analysons la fin du meilleur combat du meilleur arc du manga le plus vendu de tous les temps. Dans One Piece, le combat de Luffy contre Rob Lucci à Enies Lobby est tout simplement légendaire, et ce pour un paquet de raisons. Pour remettre un peu de contexte, Nico Robin, une membre de l'équipage de Luffy, décide de se rendre et de se laisser capturer par le CP9, un groupe d'agents appartenant à la branche d'espionnage du gouvernement mondial. Comprenant que ses camarades sont en danger si elle reste auprès d'eux. Bien décidé à ne pas la laisser tomber, l'équipage du chapeau de paille la suit pour arriver sur l'île d'Enies Lobby, où là, on va enchaîner les masterclass. Je ne peux pas parler de tout, mais il n'y a rien à jeter dans cet arc, et comme je l'ai dit plus tôt, je le considère comme le meilleur arc de One Piece. Mais revenons à ce dont nous souhaitions parler plus tôt. Luffy affronte donc Rob Lucci, l'agent le plus puissant du CP9, et ce combat est long, difficile, et force Luffy à surutiliser sa nouvelle forme, nommée Gear Second, technique qu'il a développée en comprenant qu'il avait besoin d'être plus fort, et en profitant du fait d'être entièrement en caoutchouc. On ne parle pas assez du génie de Luffy et de sa créativité en combat. Mais tout cela ne lui permet pas de vaincre son adversaire, ce dernier gardant l'ascendant pendant la majeure partie du combat, bien que cela reste difficile. À l'apogée de leur confrontation, Lucci réussit à coincer Luffy pour lui porter son attaque ultime, blessant fortement le chapeau de paille qui se mettra à tituber, et alors qu'il aurait dû s'effondrer, il finit par se ressaisir, galvanisé par des souvenirs de ses camarades, avant de se retourner vers son adversaire, ce dernier étant choqué de le voir toujours debout et de lui asséner une technique surpuissante qui lui donnera la victoire. Le fait que Luffy revoie des moments difficiles avec ses camarades, notamment le cri de détresse de Robin, est une parfaite illustration du pouvoir de l'amitié, avec un ultime regain de volonté chez le protagoniste pour vaincre son adversaire et décrocher la victoire avant de s'effondrer de fatigue, incapable de se relever. Cette manière de représenter le pouvoir de l'amitié est très bien faite, car on l'utilise au moment opportun, quand le protagoniste semble vaincu, pour lui donner un ultime souffle afin de gagner son combat. Il est le seul à qui on en donne une utilisation, et cela est même cohérent narrativement, car à ce moment de l'histoire, le thème des liens est central, car mis en avant depuis l'arc précédent celui-ci. Dans ce cas-ci, toutes les conditions sont réunies pour faire une excellente utilisation du pouvoir de l'amitié, et ça fait plaisir. Mais toutes les œuvres ne le font pas bien. J'ai déjà dit que j'aimais bien Fairy Tail. Je vous l'avais pas dit? J'aime bien Fairy Tail, mais mon appréciation de l'œuvre ne me rend pas aveugle pour autant aux nombreux problèmes qu'on y trouve, notamment sur le fameux pouvoir de l'amitié, car là, y a abus. Fairy Tail insiste beaucoup sur l'aspect amis et famille, notamment au travers des guildes qui servent de refuge à ceux qui en ont besoin, et qui est une parfaite illustration de la fameuse phrase « La famille sont des amis qu'on nous impose, les amis sont une famille qu'on choisit ». Je vous avoue que je sais plus trop d'où vient cette phrase, mais je l'aime bien. D'ailleurs, cette phrase est bien illustrée par le personnage de Lucy. Orpheline de sa mère quand elle était enfant, elle vit une relation difficile avec son père qui fait qu'elle fuit le domicile familial pour rejoindre Fairy Tail, guilde qui va devenir une véritable famille pour elle, au point de partir en guerre ouverte avec une autre guilde engagée par son père, confirmant donc que ses compagnons seront là pour elle quand elle en aura besoin. C'est beau, c'est puissant, c'est du vrai pouvoir de l'amitié, et ça arrive pratiquement à tous les arcs d'une manière ou d'une autre, et c'est là tout le souci de ce manga. Natsu, le protagoniste, utilise systématiquement le pouvoir de l'amitié pour gagner le combat final de l'arc d'une manière ou d'une autre, et au début, c'était pas mal fait en fait. Dans l'arc Phantom Lord, le fait de voir le bâtiment de sa guilde détruit lui fait se souvenir de tous les moments importants et lui donne la
motivation de retourner au combat. Dans l'arc de la Tour du Paradis, c'est la mort d'un ami d'Erza qui le rend furieux et sa volonté de la protéger qui lui permettra de vaincre son adversaire. C'est dramatique, c'est poignant, c'est bien fait bordel. Mais quand tous les arcs se finissent ainsi, notamment de manière moins subtile, ça perd en puissance et à la fin, quand il commence une série de flashbacks ou un discours ultra motivant, on sait que le méchant a perdu. Il n'en est pas le seul responsable, on peut en trouver d'autres en cherchant un peu, mais Fairy Tail est celui qui a donné une mauvaise réputation au pouvoir de l'amitié en l'utilisant à toutes les sauces dans tous les arcs. Problème que vous pouvez ajouter aux autres présents dans l'œuvre, rendant le tout difficile à défendre. Du coup, le pouvoir de l'amitié, est-ce que c'est juste des flashbacks des gens qu'on aime qui nous rendent plus forts? Non. Car certaines œuvres ont réussi à proposer quelque chose de plus intéressant et subtil, et on va quitter le monde des mangas pour aller dans celui des jeux vidéo. Et je vais vous parler de... Vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Dans Final Fantasy IX, le jeu introduit rapidement le concept de transe, une transformation accessible quand la personne concernée est envahie par de puissantes émotions, menant à un gain de puissance pendant un instant. S'il s'agit principalement d'une composante du système de combat permettant aux joueurs d'avoir accès à de puissantes techniques, elle a aussi une place dans le lore, car plusieurs personnages entrent directement dans cet état à des moments précis du jeu, et pour des débordements émotionnels différents. Jidan dans la forêt maudite car il veut sauver Grena, Bibi dans l'aérocargo car il est furieux contre celui qui les attaque, et Steiner durant l'attaque d'Alexandrie car il veut protéger Beat. Tout cela correspond au pouvoir de l'amitié, qui deviendrait plutôt quelque chose comme la force des sentiments. Dans Final Fantasy XIV, l'extension Endwalker introduit le Dynamis, une énergie invisible et intangible, difficile à étudier, qui est liée aux puissantes émotions, aussi bien positives que négatives, et que nous utilisons en réalité depuis le début du jeu inconsciemment, avec le système de transcendance, des techniques surpuissantes qui se chargent au fur et à mesure des combats auxquels nous participons. Cette confirmation est faite lors du combat contre le Chantre de l'Apocalypse, qui, quand il voit que nous avons survécu à sa plus puissante attaque en utilisant une transcendance défensive, s'exclame que nous avons utilisé le Dynamis. Quand on connaît tout ça, ça rend aussi le combat contre le guerrier de la lumière primordiale encore plus épique et incroyable, car non content d'utiliser des transcendances de niveau 1 à 3 pendant tout le combat, il se permet de nous envoyer une transcendance de niveau 4 à un moment précis, cette dernière étant une démonstration de la puissance de ses sentiments. Est-ce que le pouvoir de l'amitié est une hérésie d'écriture à bannir? Bien sûr que non, car ça voudrait dire qu'il faudra enlever les concepts d'amitié, d'ennemi et même de relation de toutes les œuvres, ce qui n'aurait aucun sens car le relationnel est une partie importante de toute œuvre. Monter un équipage et se battre pour eux en visant un rêve incroyable, devenir fort pour gagner la reconnaissance des habitants de l'endroit où on vit, protéger ceux qu'on aime pour avoir une vie normale avec eux, tous ces buts partagent un point commun qui sont les relations, et utiliser cela comme force dans une œuvre, ce n'est pas un problème, c'est juste la preuve qu'on tient à ce qui nous est cher.